Je vais commencer tout simplement par dire qu'est-ce qu'on pense par technologie quantique. On en parle beaucoup de quantique. On a eu en 2022 le prix Nobel à 3 physiciens qui se sont intéressés d'intégration quantique. On a du quantique dans la presse, partout, dans les journaux spécialistes, les journaux moins spécialistes. Et c'est devenu aussi un sujet de culture pop. On a du quantique au cinéma, ça c'est un exemple, mais il y en a plein. Vous avez du quantique dans les BD, plus ou moins de vulgarisation. Vous avez des mignons t-shirts avec le chat de Schrödinger, la tasse du chat de Schrödinger, etc. Donc ça devient un sujet qui sort un tout petit peu de l'imaginaire des scientifiques pour aller atteindre des imaginaires différents. Le devient, comme je dis, un sujet presque de culture pop. Et en effet, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi ça plaît à tout le monde? Alors, il y a une autre chose que je vais vous... Désolée. Juste une chose à laquelle je voulais vous faire réfléchir, il n'y a pas simplement donc, la culture pop, le cinéma, etc. qui s'intéressent à ça, mais le quantique fait objet de très très grands financements. Je peux le mettre à jour en 2022, c'est augmenté d'encore quelques billions d'euros, mais vous savez que sur l'échelle de la planète, beaucoup de gouvernements ont mis des très importants financements sur les nouvelles technologies quantiques. Notamment, la France a lancé en 2021 une stratégie nationale quantique qui se passe en ce moment. Elle a une durée de 5 ans avec un budget de 1,8 milliard d'euros. Donc, comme vous voyez, c'est un sujet qui devient de plus en plus stratégique. À ceci s'associe aussi pas que les investissements publics, mais les investissements privés. Privé, ça signifie plusieurs choses. Vous pouvez avoir des gens qui utilisent le quantique pour faire des choses ou des gens qui développent les nouvelles technologies quantiques. Donc, c'est les utilisateurs et les développeurs. Et souvent, les deux sont au sein de la même entreprise. Et en 2021-2022, on avait des financements de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Donc, qu'est-ce qui change quand je parle de technologie quantique? Qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce que sont ces technologies quantiques? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique, mais je voulais vous donner juste un tout petit peu l'intuition de qu'est-ce qui se passe. Essentiellement, je vais partir par un cas particulier qui est celui de l'information classique. Et comme vous savez tous, aujourd'hui, quand on fait passer les informations sur Internet ou sur ce que vous voulez, on utilise un code binaire. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend des chiffres, des 1 et des 0, on les alterne avec une manière de fonctionner, un codage bien défini, et on arrive à écrire n'importe quel mot. Là, par exemple, je vous ai fait le cas de Buongiorno écrit en code binaire. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'absolu, donc ça c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est les informations, les échanges d'informations d'aujourd'hui donc sont écrites sur ces objets. En effet, ça signifie quoi? Déjà, ce type de codage de l'information, même si on n'en est pas vraiment toujours conscient, garde en soi des développements technologiques qui sont des développements technologiques qui sont issus du quantique. Mais pas le quantique d'aujourd'hui, le quantique de début du siècle passé, il y a presque 100 ans, qui a amené à des retrouvailles technologiques. Je vous fais un exemple. Si je considère donc une communication par exemple par fibre optique, pour faire ça par fibre optique, ça signifie que vous êtes à la maison, vous avez le bonhomme de, je ne sais pas quel est votre provider, Free, Orange, qui vous appelle et vous dit « Madame, si mettez la fibre, ça va aller Internet super vite. Okay » Donc ça signifie quoi? De l'autre côté de la fibre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une source lumineuse, c'est une source laser en général. La lumière passe et ça signifie 1. La lumière ne passe pas, ça signifie 0. Donc pour coder les informations, c'est aussi simple que ça. Je fais clignoter cette lumière laser et en fonction de comment elle clignote, j'arrive à écrire mes phrases, donc des 1 et des 0. Et de l'autre bout de la ligne, il y a quoi? Il y a un capteur optique. Si vous ouvrez, vous ne le faites pas. Si vous ouvrez le boîtier de fibre optique que vous avez à la maison, vous avez un symbole même laser, faites attention, et à l'intérieur, vous avez une photodiode, ce que nous on utilise à laboratoire. Donc c'est quelque chose qui lie cette information optique, il s'aperçoit s'il y a de la présence ou de l'absence de lumière, il vous donne un courant électrique. Alors tout ça, ça a deux informations intéressantes. La première, c'est que dans ce type de lien, et je vous ai fait le cas des communications, mais j'aurais pu en faire plein, vous avez plein de quantiques dedans. Vous avez du quantique dans un ordinateur, parce que pour créer un ordinateur, tous les composants qui sont dans les ordinateurs, ce sont des composants qui sont issus d'études pour comprendre comment se transporter les charges à l'intérieur des matériaux, blablabla. Vous avez des lasers. Le laser, c'est un objet purement quantique. Ça a valu 3 prix Nobel, le laser, de physique fondamentale jusqu'à physique très appliquée.
Et de l'autre côté, vous avez donc des capteurs optiques qui sont eux aussi issus de technologies quantiques qui permettent de convertir la lumière en matière. Ça, c'est des technologies quantiques classiques, on les appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont un peu vieilles, elles datent de quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, on code des informations et on les code sur des objets macroscopiques. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je prends la lumière laser, je peux le voir comme un faisceau. La lumière laser, ce n'est pas plus exotique que le pointeur laser. Hein? C'est juste un pointeur laser spécial qui marche bien dans les fibres optiques. Et dans cette lumière laser, en vrai, je peux l'imaginer comme composé par plein de grains de lumière que j'appelle les photons. Et si je considère le courant électrique c'est quelque chose peut-être que vous avez un peu plus à l'œil. Le courant électrique, c'est quelque chose qui est fait, c'est des électrons qui bougent. Donc j'ai quoi? J'ai un objet collectif, la lumière d'un faisceau laser ou le courant électrique qui est fait de plein d'objets microscopiques tous ensemble. Quand je les mets tous ensemble, ça se comporte comme ces objets classiques qu'on voit tous les jours. Mais ce qu'on a été capable de faire, notamment grâce au développement technologique de la première révolution quantique, donc grâce à tout ça, on est capable aujourd'hui d'isoler des objets quantiques individuels. Donc ce qui change dans les nouvelles technologies quantiques, c'est essentiellement la manière de faire de l'hardware, si vous voulez. Ce qu'on fait, c'est qu'on code les informations sur un objet individuel. Ça signifie qu'au lieu d'utiliser par exemple le courant électrique, je me prends un seul électron de ce courant électrique. Même plus de courant électrique, j'ai un électron. Au lieu d'avoir un faisceau lumineux, je prends un petit bout de ce faisceau lumineux, etc., etc. Et quelle est la différence? C'est que si je fais ça, je me retrouve avec des nouveaux hardware qui sont soumis en plein aux lois de la physique quantique, que je cachais un tout petit peu quand j'utilisais des objets collectifs, et que là, je reprends en plein fouet. Et c'est pas mal, parce qu'en vrai, ce qu'on s'aperçoit, c'est que coder les informations sur ces objets individuels permet d'avoir accès à une manière complètement différente de gérer, de transporter, d'exploiter l'information. Et donc, essentiellement, ça fait des nouvelles règles du jeu, si vous voulez, et des nouvelles possibilités en même temps. Essentiellement, aujourd'hui, on pense que les technologies quantiques peuvent apporter des avancements majeurs, des ruptures, comme on disait tout à l'heure, dans plusieurs domaines. Le premier, c'est le du calcul et de la simulation. Calcul, ça signifie qu'on peut s'attendre à avoir des ordinateurs, qui sont des ordinateurs de nouvelle génération, qui sont capables d'exploiter les propriétés de la physique quantique pour résoudre certains types de tâches computationnelles qui sont compliquées ou plutôt qui prennent beaucoup de temps aux ordinateurs classiques, dans des temps qui sont beaucoup plus courts. La deuxième chose dont on parle tout le temps, c'est les capteurs. Donc un capteur quantique exploite le fait que les objets quantiques, quand ils interagissent avec le reste du monde, se perturbent très facilement. Donc ils changent tout le temps. Et je peux exploiter. Ça, c'est un peu un problème quand on veut les isoler et faire des choses, mais c'est cool si je vais faire des capteurs. Donc je retourne un problème du bon sens. Et donc, c'est des capteurs qui permettent d'avoir des mesures très précises qui sont pas avec des précisions qui ne sont pas atteignables par des objets classiques. La troisième chose, c'est la communication. En fait, on promet avec la communication quantique d'avoir des échanges qui sont sécurisés de manière absolue, presque absolue, grâce aux lois de la physique quantique. Et tout ça, donc, comme je disais, c'est une manière de révolutionner dans plusieurs volets la façon dont l'information, elle est générée, elle est traitée, elle est distribuée et elle est sécurisée. Essentiellement, ça je vais sauter parce que c'est pas important, la vision qui est la vision de l'Union européenne et qui est un peu la vision de la communauté scientifique est celle de se dire je vais avoir des antennes dans le futur, on aura Internet des objets classiques comme on le voit aujourd'hui et en plus de ça, on rajoute une couche d'Internet d'objets quantiques où je vais avoir toutes ces technologies différentes que je peux mettre en réseau. Il faut faire des réseaux adaptés, ce n'est pas les réseaux comme on les a aujourd'hui, pour en potentier donc, les caractéristiques individuelles. Et donc l'idée, c'est que c'est une montée, progressive montée en puissance et ce retour technologique en soi, ça rassemble un tout petit peu à l'intelligence artificielle, dans le dire que c'est des technologies qui évoluent très très vite et qui sont des technologies qui changent. Parfois, on pense prendre un chemin et en vrai, on s'aperçoit que ce chemin n'amène pas où on pensait et ça mène dans toutes nos directions. Donc ça, c'est pas évident toujours d'avoir une vision claire, ni de la timeline, donc des temps nécessaires à développer quelque chose, ni des directions que c'est quelque chose va prendre. Et donc, une chose dont on parle tout le temps, donc notamment, c'est l'ordinateur quantique. Comme je vous disais, il exploite les propriétés de la physique quantique pour faire des puissances de calcul accrues vis-à-vis des ordinateurs classiques, essentiellement
il permet de faire des calculs qui seraient impossibles dans des temps raisonnables pour des ordinateurs classiques. Et ça trouve plusieurs applications, notamment dans la simulation de systèmes compliqués, dans toutes les tâches d'optimisation et dans le machine learning. Pour faire bref, essentiellement, on pense en révolution technologique parce que vous avez des applications qui sont dans différents volets. Les tâches d'optimisation sont utiles. Par exemple, si je dois faire une nouvelle molécule, je vais savoir quelle est la molécule qui me permet de faire un certain type de médicament. Mais aussi, si j'ai les ailes d'un avion, je vais savoir comment il faut que je fasse la forme de l'aile de l'avion pour faire passer le vent, pour dépenser moins d'essence. Si je dois faire la gestion, par exemple, imaginons que j'ai un livreur qui doit amener des choses d'une partie à l'autre de la ville, optimiser son parcours comme le fait Google Maps, mais de manière beaucoup plus efficace, avec beaucoup plus de stations intermédiaires, c'est une tâche mathématique très compliquée. Et donc ces ordinateurs, ces nouvelles technologies permettraient de rendre tout ça faisable dans des temps qui sont des temps courts. Et donc, comme je disais, on parle de révolution technologique parce qu'on y voit des applications dans des domaines qui sont des domaines très, très, très différents, qui ne sont pas juste contraintes à l'informatique, mais qui passent donc dans plein d'applications pratiques très, très variées. Et donc, dans ce sens, c'est des problématiques qui peuvent être parfois proches de celles de l'intelligence artificielle. Donc, l'évolutivité rapide, la timeline un peu compliquée et l'application à des domaines qui sont très, très différents. Alors là, ce que je voulais faire, c'est évidemment pas faire votre travail, je n'ai pas les compétences, mais je voulais vous porter le point de vue, donc, comme je disais, un physicien, sur toutes ces histoires qui sont liées au risque et aussi qu'est-ce que nous, on voit, donc, de notre point de vue vis-à-vis de ces révolutions quantiques. Essentiellement, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on est passé presque un jour au lendemain à travailler sur un sujet qui était science fondamentale, à travailler sur un sujet qui devient technologie. Et si dans les sciences fondamentales, certes, il y a des enjeux, il y a des intérêts économiques, mais moindres, sur les technologies, il y a beaucoup, beaucoup plus d'intérêts. Notamment sur des technologies qui peuvent avoir un impact aussi fort comme les technologies quantiques. Et donc, essentiellement, je voulais vous présenter quelques risques dont on parle tout le temps à sujet du quantique. Et donc, le premier, qui est vraiment la superstar de tout ce qui donc des soucis des informaticiens, par exemple, est celui lié à la sécurisation des données. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges. Et ces échanges, ça va de Internet pour dire « Maman, je rentre dans 5 minutes » à la communication entre Trump et Poutine, ou Macron et Merkel, ou que vous voulez. Et donc, tout ça, c'est des échanges qu'on a besoin de sécuriser. Or, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, pour sécuriser ces échanges, on utilise des protocoles dits de cryptographie. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écrit pas le message tel quel, mais on change les lettres de l'alphabet, si vous voulez, de manière intelligente, pour que le message devienne illisible par une personne externe. Et comment ça se fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, une grosse majorité des codes de cryptographie se basent sur une opération très simple, qui est celle de la multiplication et de la factorisation. En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai à un moment donné une clé, que je multiplie une série de nombres, que je multiplie pour une autre série de nombres, et je laisse passer le produit de ces deux-là. L'opération de faire le produit, c'est quelque chose de très très simple. Mais l'opération inverse, c'est-à-dire de prendre un nombre très très grand et de trouver ses facteurs, vous vous rappelez de vos cours de 6e, je pense, c'est quelque chose de très compliqué. Donc si je vous donne 15, vous arriverez à me dire 3 et 5. Mais si je vous donne le nombre que je ne sais pas lire, qui est là à droite, ce nombre-là, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, le record, c'est de le faire avec 250 chiffres. On peut multiplier des nombres à 1 milliard de chiffres fois 1 milliard de chiffres, ça on sait le faire. Mais faire la division en facteurs, c'est très compliqué. Et donc essentiellement, les protocoles qu'on a aujourd'hui reposent sur ça. Ils se disent, les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas capables de faire cette décomposition en facteurs. Donc on est peinard, on se dit, on attend un tout petit peu et si compliqué, on rajoute un chiffre, l'ordinateur ne saura pas faire la division. Donc quel est le problème de tout ça ? Le problème de tout ça, c'est que ce fameux ordinateur quantique du futur, lui, il saura faire l'opération inverse dans des temps très courts. Et donc ça, reposer sur une sécurité qui se base sur l'idée que oui, l'algorithme, l'ordinateur classique, l'ordinateur classique, c'est pas résoudre un algorithme, va plus être suffisant. Parce qu'un ordinateur quantique, si, il saura résoudre cet algorithme, il saura faire la division. Et donc, les données qui sont sécurisées ne le sont plus.
Et donc ça signifie quoi? Ça c'est un gros ménage pour la cybersécurité. C'est pour ça que Marina a évoqué tout à l'heure les travaux qu'on fait avec Ludovic pour essayer de trouver donc une contre-mesure à ce type de problème. C'est pas nous, hein, c'est la communauté internationale. La chose qui est intéressante, c'est là un tout petit peu l'échelle temporelle, parce que c'est un bon exemple de comment on essaie de se prémunir contre la menace quantique avant même qu'elle soit là. On parle d'ordinateur quantique comme si c'était un objet qu'on a déjà ici. C'est pas vrai. Donc pour faire ce type d'algorithme, on a besoin d'ordinateurs quantiques de grosse taille, et les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas capables de faire ça, ni probablement celles de l'année prochaine. Il faudra attendre quelques temps. Quel est le problème alors et pourquoi on se fait un souci maintenant de vouloir sécuriser, donc de vouloir répondre à la menace de quelque chose qui n'est pas encore là? Pour raison très simple. Une technique que les gens qui font de la cryptographie ont tout de suite vu arriver est celle du Store Now, Decrypt Later. En gros, ce que j'ai, imaginons que j'ai les plans de centrales nucléaires. Ces plans ont été changés pendant... c'est pas vrai, ils ne le font pas en vrai. Mais disons, j'ai transmis des données sensibles via un canal cryptographique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun ordinateur n'est capable de craquer cette information, donc d'avoir les plans de ma centrale. Mais un espion patient pourrait se dire, bah, moi je les garde, ces données. Je les garde dans mon tiroir. Et puis, d'ici 10 ans, quand il y a l'ordinateur quantique, je les craque. Et donc, ça signifie quoi? Que tu dois trouver une manière de trouver une solution à ce type de problème avant même que la menace se soit concrétisée. C'est vraiment, comme, je ne sais pas si c'est de la prévention, je ne veux pas utiliser des mots qui ne sont pas les mots techniques. Mais il faut se donner les moyens techniques et probablement juridiques d'anticiper ce type de problème. Et donc, pour l'instant, l'échelle identifiée, c'est l'échelle de 2030. Donc, ce n'est pas non plus 30 ans. Donc, on se dit, à 2030, on pourrait commencer à avoir des ordinateurs quantiques plus ou moins bons. Donc, les données qu'on échange aujourd'hui, en 2030, elles pourraient être toutes craquées. Encore une fois, donc, ça signifie qu'on cherche des solutions. La première chose qu'on cherche à faire, c'est des solutions techniques, qui sont des solutions à base de nouveaux algorithmes, c'est le post-quantique, ou de manières différentes de s'échanger les informations, c'est la cryptographie quantique. Mais une chose, l'impact potentiel de ça est très très grand. On peut avoir des instabilités du système économique et financier, des faibles confidentialités et sécurité des gouvernements sensibles, donc gouvernement, industrie, citoyens. Et évidemment, on pourrait potentiellement diffuser des fausses nouvelles, donc tout ce que vous voyez sur la désinformation. Et donc, une question qu'on peut se poser dès maintenant, et c'est une vraie question donc, pratique, c'est puisque ce n'est pas évident de sécuriser toutes nos données pour toujours, quelles données on commence par sécuriser? On se dit que les plans de la centrale nucléaire, c'est bon, parce que c'est vraiment important, ça dure toujours, la centrale nucléaire. Et puis quoi d'autre? Les échanges entre chefs d'État, et puis quoi d'autre? Les données de la santé des citoyens? Donc c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on veut sécuriser et sur combien de temps? La centrale nucléaire, on est amené à la faire travailler 150 ans? Je ne sais pas. Les données de la santé du citoyen, c'est quoi? C'est la vie d'un citoyen. Par exemple, le gouvernement allemand a dit 100 ans, c'est les données sur la e-santé, on les vit sur 100 ans, parce qu'après on se dit la personne est morte, c'est pas important. Mais c'est des vraies questions. Et donc ça, pour le coup, c'est intéressant, c'est un sujet intéressant aussi du point de vue de la loi. Donc de comprendre si on peut donner un cadre législatif à tout ça. Au-delà des solutions qui sont des solutions techniques, qui peuvent faire des informaticiens et des physiciens. Une autre question qui est intéressante et qui revient tout le temps, c'est-à-dire nous on le vit au quotidien, c'est la question de l'enjeu stratégique des technologies quantiques. Ce sont des technologies qui sont amenées à avoir un impact sur plusieurs volets. Et donc, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la première nation, donc on ne sait pas, toutes les nations n'ont pas le même niveau de développement, d'où le fait qu'ils mettent plein d'argent. Et donc, on ne sait pas qui va être le premier à avoir quelle technologie. Il y en a plusieurs méthodes de faire. Donc, on ne sait pas qui va être le premier qui va faire une technologie qui pourra faire certains types de tâches. Donc, il y a une vraie compétition scientifique. Mais cela se traduit par un type de compétition, si vous voulez, entre gouvernements ou entre entreprises. Dans le sens où que l'impact, par exemple, d'un ordinateur quantique est tel que le premier qui le fait, il pourra avoir le monopole. Si le sien marche beaucoup mieux que les autres, c'est réglé. Et donc, on parle aujourd'hui de guerre froide technologique vis-à-vis du quantique. Et si je prends les textes qui sont en ligne, vous pouvez l'infographique du plan quantique national, vous voyez que
je ne sais pas le prononcer, asseoir la souveraineté nationale, de la France et de l'Europe, c'est l'un des points qui rentre donc dans le titre. Donc c'est une vraie priorité. Vous pouvez aller fouiller dans France 2030. Et donc essentiellement, comment on peut faire pour garantir la souveraineté nationale européenne vis-à-vis de ça? L'idée de base, et c'est ce qui nous dit tout le temps l'Union européenne, c'est qu'il faut se prévenir d'une très forte dépendance vis-à-vis d'un seul acteur, d'un seul pays, sur un volet technologique. Et là, je me permets de faire un exemple, qui est un exemple de très très forte actualité, qui est l'exemple du semi-conducteur. Ce n'est pas une technologie quantique, même si de base, il faut savoir du quantique pour le faire, mais c'est les premières technologies quantiques. Les semi-conducteurs, c'est quand votre téléphone tombe par terre, vous voyez ce truc vert et les petits machins noirs. Les petits machins noirs, ce sont des semi-conducteurs, des circuits imprimés en semi-conducteurs. Okay, donc, vous doutez bien que vous les avez partout. Du réveil que vous jetez par terre le matin, à votre iPhone, à la voiture connectée, n'importe où il y a de l'électronique, vous avez ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'aujourd'hui, donc c'était quelque chose qu'on savait bien faire en Europe. Et la preuve, la recherche et le développement de nouvelles architectures et tout sur les semi-conducteurs est à 75% aux États-Unis et à 20% en Europe occidentale. C'est énorme, donc 95% c'est nous et les États-Unis. Sauf que les fonderies, donc les endroits physiques où ils les fabriquent, donc on donne une idée et puis qui te l'a fait l'idée? Eh ben, 95-92% des circuits sont fabriqués à Taïwan. Si vous suivez un tout petit peu la géographie, la géopolitique internationale, Taïwan va vous évoquer tout de suite les histoires entre Taïwan et la Chine. Donc vous voyez qu'avoir la maîtrise d'une technologie, ce n'est pas simplement avoir la maîtrise d'une partie, ça devient un jeu géopolitique majeur. Donc quand la Chine dit rien à la Chine, mais si la Chine décidait d'envahir Taïwan, bah ça signifie qu'elle aurait le monopole sur toute la fabrication de composants qui vont aux États-Unis, qui vont en Europe, qui vont en Russie, qui vont en Afrique, où vous voulez. Donc c'est un enjeu majeur. Et donc on veut éviter ce type de problématique en sachant encore une fois que les semi-conducteurs, c'est un bon exemple parce que c'est des choses qu'on savait faire en Europe au départ. C'est juste qu'après le marché a changé, donc on s'est dit on donne une partie à une autre, et finalement c'est tout allé dans un seul terre. Donc on ne veut pas faire la même chose avec les technologies quantiques, et donc c'est pour ça que vous avez beaucoup d'argent de tous ces gouvernements sur des programmes de recherche. Ils font quoi ces programmes? Il y a deux cas dans le cas du quantique. Soit c'est des systèmes appliqués, ici je vous ai fait le cas de la communication quantique. Mais vous avez des programmes, par exemple sur le développement de l'ordinateur quantique. C'est juste que je ne voulais pas vous mettre plein d'images tout le temps. Okay. Donc ça, c'est une première manière. Donc je me donne des moyens de recherche pour faire recherche et développement, mais aussi développement industriel de certains types de technologies. Je ne vais pas laisser la main à un autre pays, donc à la Chine, à Taïwan, à la Russie, ce que c'est. Et cela passe sur les protocoles, si vous voulez, mais aussi pour tout ce qui est les technologies habilitantes. Les technologies habilitantes, c'est des technologies qui ne sont pas strictement quantiques, mais dont j'ai besoin pour faire du quantique. Par exemple, si je fais des communications par fibre optique, une fibre optique, ce n'est pas quantique. Mais si je veux faire des communications quantiques dans fibre optique, j'ai besoin de fibre optique. Donc, de toute manière, j'ai besoin de savoir faire des fibres optiques à un moment donné. Donc, Lango, ils veulent avoir toute la chaîne de valeur sur place Europe, au moins, ou sur place États-Unis. Donc, ça se fait par macro-zone, mais pas laisser qu'un seul pays ait une partie de l'affaire. Et ça va aussi pour la formation des talents. On a des savoir-faire. En France, on parle tout le temps, par exemple, de savoir-faire en cryogénie. Pour que ces objets quantiques marchent, il faut les mettre à des températures très, 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 très petites, donc à moins de 137 degrés, donc c'est très, très bas. Traiter des objets aussi froids, c'est compliqué. On savait le faire très, 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 très bien en France, et puis on a arrêté de le faire, parce qu'on n'en avait pas besoin. Et ok, c'est normal en technologie, sauf que maintenant, on en a besoin à nouveau, et on ne sait plus former les étudiants. Donc c'est une chaîne de connaissances qui s'est interrompue. Et ça, c'est un vrai problème. Et bon, après, il y a le problème de l'attractivité, ça c'est encore autre histoire. C'est des chercheurs qui apprennent et puis ils partent parce qu'ils sont mieux payés ailleurs. Ça, c'est vrai pour toutes les technologies. Donc. Il y a une autre notion qui est très intéressante pour nous scientifiques, c'est celle de like-mindedness. Ça signifie quoi? En gros, on se dit, on ne peut pas être copain et copine avec tout le monde. Il y a des pays qu'on aime davantage que des autres, dans le sens qu'ils ont une vision des choses qui est plus proche de la nôtre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ce n'est pas évident de rattraper le retard sur certains volets ou l'absence de transmission de compétences
sur tous les volets dont on a besoin. Bon, ok, on se dit alors, je laisse une partie de ça encore, par exemple, en Allemagne. C'est pas grave, avec l'Allemagne, la France est copain, donc on peut travailler ensemble. Donc, on cherche à identifier des pays avec lesquels c'est plus simple de collaborer, on se fait confiance. Et donc, les pays, donc, ça signifie qu'on a des programmes de coordination, programmes nationaux de coordination. Et par exemple, on peut citer celui avec le Canada. Et c'est important parce que c'est un programme qui n'est pas sous toute la France. Donc, on en est très fiers parce qu'Unité Côte d'Azur est une des 10 universités françaises qui sont dedans. Donc, on était fiers qu'ils nous identifient tout de suite. Et aussi, par contre, on a des programmes nationaux, par exemple avec les États-Unis, avec l'Hollande. Donc, en Europe, il y en a plusieurs. Je fais juste l'exemple de l'Hollande. La contrepartie de ça, c'est OK, on fait des programmes d'échange ou de collaboration scientifique avec certains pays, mais on met des restrictions croissantes avec les autres. Je vous fais un exemple pratique. Moi, j'ai toujours recruté des PhD qui venaient du monde entier, malais, algériens, chinois, peu importe, okay, français évidemment, italien. Mais aujourd'hui, recruter un étudiant qui vient d'Algérie, pour aller pas en Chine ou Malaisie très loin, Algérie, juste à l'autre côté de la Méditerranée, est devenu un cauchemar. Parce que nous, on doit faire passer, les technologies quantiques sont devenues des technologies sensibles, entre guillemets, donc le dossier de la personne doit être envoyé au ministère des Intérieurs nationaux. Quand j'étais promue prof, j'étais maîtresse de conférence et j'étais promue, j'étais la même personne au sein du même labo, j'ai dû envoyer mon propre dossier aux services nationaux parce qu'ils voulaient voir. J'ai jamais compris cette pratique, mais disons, ils m'ont mis là comme si j'étais un externe, pour vous dire à quel point. Évidemment, ça rend beaucoup plus difficile la transmission des idées. Et ça va être un vrai problème parce que nos technologies ne sont pas encore assez matures pour se passer complètement des collaborations de ce qui se passe dans les autres pays. Donc pour nous, scientifiques, c'est un vrai problème, ça. Et donc ça, une chose qu'on demande tout le temps, c'est est-ce qu'il y a un cadre législatif qui n'est pas parano, qui prend en compte le fait qu'il y a des difficultés, effectivement, mais qui aide à créer donc une structure de travail un peu qui permet de garantir la science verte. Et quand je parle de souveraineté nationale, j'ai presque fini, j'ai ça et puis un autre cas que je tiens à vous présenter parce que ça me tient très à cœur. Quand on parle de souveraineté nationale, il y a un cas particulier qui est celui des startups. On a beaucoup d'argent qui est allé vers des startups. Les startups, c'est des sujets un peu particuliers parce que ça se crée assez simplement. Et puis, ce n'est pas évident de faire le passage d'échelle. En gros, ce qu'ils te disent les gens qui travaillent dans les startups, c'est que ramasser les premiers 10 millions d'euros, c'est quelque chose de raisonnablement simple. Évidemment, ce n'est pas évident de l'avoir comme ça, mais c'est assez faisable. Faire le saut et monter d'un ordre de grandeur, donc passer à 100, c'est autre histoire. Et donc, aujourd'hui, en France, et je parle de la France, mais c'est vrai pour l'Europe, on a énormément de startups en quantique. Donc, il y en a 25 qui sont vraiment startups que sur le quantique. Mais si je considère tous les startups qui sont liées, par exemple, aux technologies habilitantes et tout, j'arrive au double. Donc, ça fait beaucoup. Et une question qui se pose, donc, ils ont des financements quantiques publics importants, mais ils ont besoin, comme je disais, d'autres types de financement. À un moment donné, ils ont besoin de financement qui viennent, par exemple, des fonds d'investissement ou d'acteurs privés. Et le cas le plus intéressant, c'est celui, par exemple, d'une start-up française qui s'appelle Pascal. Je suis hyper fan. Ils sont trop bons. Ils font des tours Eiffel avec des atomes individuels. Ça me fait rêver. Et ce qu'ils font, c'est vachement joli parce qu'ils arrivent à faire un vrai ordinateur quantique donc, qui marche. Petit, mais qui marche. Et ces gens qui sont le même labo que le prix Nobel à la NASP, hein, pour vous dire. Ce n'est pas que je suis fan de n'importe qui. C'est vraiment des gens super fonds. Ils ont levé 100 millions d'euros par un fonds d'investissement. Sauf que le fonds d'investissement n'est pas européen, il est singapourien et saoudien. Donc on peut se poser la question. Donc l'Union européenne essaye de contrôler quelques startups stratégiques qui peuvent donner lieu à des monopoles, mais c'est une vraie question, et je pense que vous en parlerez demain parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'économistes dans la table ronde. Comment on fait pour régler ça? Donc c'est une question de réglementation des marchés. Je ne sais pas, là je vous laisse les mots qui vous font, moi je ne suis pas experte de ça. Et je voulais conclure avec une note un peu de couleur, mais que je trouve très intéressant, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup à cœur en tant que physicien, c'est sur la définition du quantique. C'est un vrai problème de définir le quantique et définir des standards. Donc des standards, on essaie de les définir via des sciences dures,
Donc, qu'est-ce que c'est un vrai protocole de cryptographie quantique? Ok, on se donne des standards qui résout certains types de critères, ou qu'est-ce que c'est un vrai protocole post-quantique, etc. Donc, on essaie de se donner des règles un peu de sciences dures. Ça ne va pas suffire, donc c'est pour ça qu'on a besoin évidemment de l'interface entre droit et sciences dures. Et si je vois la définition aujourd'hui de quantique, là encore une fois je me suis allée chercher sur le site du gouvernement, je trouve que la définition qu'il donne, c'est le comportement d'objets physiques au niveau nanoscopique. Moi ça me parle, j'ai fait le test à mon mari qui est en sciences humaines, il m'a regardé nanoscopique. Donc je ne sais pas, vous êtes peut-être des barons de la nanoscopie, mais ce n'est pas parlant à tout le monde. Donc ça reste des définitions qui sont clair, peut-être à des gens qui sont dans le domaine. Donc, ce n'est pas évident de faire en 2 lignes qu'est-ce que c'est un objet quantique. Moi, je vous ai dit, c'est des objets tout petits, individuels, mais bon, je reste assez vague. Et plus on veut aller dans les critères, plus ça devient compliqué. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en gros, on laisse un peu une porte ouverte à des autres types de définitions. Je vous ai fait tout à l'heure l'exemple de la science-fiction. Ça n'est pas dérangeant. Même c'est joli, ça permet d'avoir des visions différentes, un peu, je ne dis pas pour flatter Hugo, je trouve que c'est vraiment joli comme approche, et c'est toujours un peu le jeu de la science-fiction, de s'inventer des scénarios un peu différents de ceux qui sont peut-être qui sont évoqués par les sciences dures, mais pas strictement réalisés par les sciences dures. Mais on a un autre cas qui est intéressant, et qui est celui, donc si vous cherchez communication quantique, je l'ai fait, et j'étais vachement vexée, parce que j'ai trouvé, donc la première chose que j'ai trouvé une page où il n'y avait que des nanas. Quand je milite pour les sciences, les femmes, blabla, il faut amener des sciences, des femmes dans les sciences, j'étais toute contente. Il n'y a que des filles qui font communication quantique. C'était affreux, parce que ces filles, elles font une espèce de médecine quantique. Ne croyez à personne qui vous dit non, c'est le nouveau retrouvé des médecines alternatives, c'est du n'importe quoi. Que ça soit clair. Donc, ce n'importe quoi, par contre, c'est que ça évoque un truc, que le mot quantique, ça reste quelque chose qui est encore un mot obscur. Donc ça reste un peu, si vous me passez le terme, c'est un mot puissant parce qu'on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a quelque chose de lié donc à une révolution technologique, mais en gros, à cette échelle, ça devient presque un mot magique. D'où le fait qu'on l'utilise pour des sciences, des médecines discutables. Et le cas, donc, encore en plus du fait que ça unit quelque chose qu'on ne voit pas avec des effets qu'on voit. Donc ça fait vraiment tout ce qu'il peut pour faire de la magie. Et un cas très intéressant, c'était le cas de la crème Guerlain. Alors chez les physiciens, ça c'est le cas. En janvier 2024, Guerlain sort une crème qui est la crème Orchidée Imperial Gold Nobile. Maintenant, c'est Orchidée Imperial Gold Nobile, c'était Gold Quantum. Et donc, dans cette peau de crème qui coûte 650 balles par peau de crème, je tiens à préciser, parce qu'on n'utilise pas le quantique n'importe comment. Donc, la technologie Gold Quantum vous aide à restaurer la lumière quantique d'une cellule jeune à l'échelle d'un infiniment petit, et donc simplifier la rénovation de votre peau grâce à la révolution quantique. Ça ne signifie rien. Donc, ils se sont fait attaquer par tout le monde, à partir des vulgarisateurs scientifiques pour arriver sur les journaux. Donc ça fait France Info, c'est très joli, vous allez vous le voir, c'est en train, vous le trouvez tout de suite. Donc ils se sont pris plein de claques là-dessus, et donc ils ont remplacé quantique par biophoton. Donc je suis allée chercher qu'est-ce que c'est biophoton. C'est pas mieux, c'est de la biodynamique, c'est un truc qui est très à la mode en plus en Italie, où on dit que si je ramasse des plantes au milieu de la pleine de lune, ça va faire des effets biologiques différents. Bon. C'est encore quoi? C'est des pseudosciences. Donc, ça pour dire qu'on a besoin donc, de définition du quantique. À titre personnel, ça m'a beaucoup chagriné parce que ça faisait un moment que je voulais m'acheter un rouge à lèvres Guerlain trop beau. Et là, je n'ai plus le courage de l'acheter, très sincèrement. Et donc, avec ça, je vous quitte. Et ça, c'est la page web de Quantazur. Quantazur, c'est notre institut fédératif quantique où on essaye de ramasser tout ce qui est les offres, les événements. Donc, vous avez peut-être... Non, vous n'êtes pas dans la mailing list, mais on a fait circuler l'annonce de ça, par exemple, c'est la mailing list de Quantazur. Je vous remercie et n'hésitez pas à me laisser.